BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose nous a rejoint en plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour. La nouvelle alliance Renault-Nissan est scellée. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Franchement, c'est un accord, c'est un traité de paix. C'est un traité de paix. Sinon, on allait arriver à la solution nucléaire où chacun allait finir par se séparer des parts dont il détenait, enfin qu'il détenait dans l'autre, en les vendant au plus offrant. D'ailleurs, le choix de Londres pour annoncer l'événement n'est pas neutre. Hein. C'était pas à Yokohama, c'était pas non plus à Paris. C'était à Londres. C'est aussi l'enterrement définitif de l'héritage de Carlos Ghosn. Il faut bien le voir tel que c'est, voilà. Et mieux vaut probablement un tandem à parts égales comme celui-là qui a une chance d'avancer, plutôt que la domination préalable qui était devenue complètement stérile et complètement stagnante. C'est vrai que le choix de Londres, ça fait très traité de paix. Concrètement, Nicolas, qu'est-ce que signifie cette nouvelle répartition du capital ? 15% de part et d'autre, on le rappelle. Auparavant, Nissan détenait 15% de Renault, mais le français, lui, contrôlait plus de 43%. Du côté de Nissan, objectivement, c'est quand même une victoire, parce que c'est un rééquilibrage des participations. C'est aussi une remise à plat de la gouvernance. Parce qu'effectivement, Nissan détenait 15% de Renault sans aucun droit de vote. C'est pas la même chose. Et aussi, c'est la fin de la peur permanente d'imaginer qu'un jour ou l'autre, il pourrait y avoir une volonté française, notamment appuyée par l'État, de prendre le contrôle, le contrôle du japonais. Ouais. Il y a la lettre de Bruno Le Maire qui a été envoyée officiellement le mois dernier au Japon pour bien préciser qu'il soutenait ce projet et pour mettre les choses parfaitement au carré, a en fait achevé probablement de rassurer les Japonais, parce que les 15% de part et d'autre sont quand même assortis d'une obligation de conservation et de plafonnement. Ça veut dire qu'on a un peu figé une situation équilibrée, ce qui n'était pas le cas auparavant, bien évidemment. Enfin, il faut bien voir quand Carlos Ghosn arrive il y a 24 ans, il arrive en sauveur de Nissan et donc il a un peu dicté une loi française chez le Japonais. Quelle est la perception des choses chez Renault ? Luca de Meo était l'invité de la matinale de BFM Business ce matin. Intuitivement, on se dit, quand on passe de 43, un peu plus de 43% à 15% dans le capital d'une entreprise, normalement, c'est pas censé être une bonne nouvelle. Et pourtant, du côté de Renault, c'est quand même la fin d'une relation grippée. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement quand même fondamental dans cette histoire. En 2015, vous vous souvenez, Emmanuel Macron est ministre de l'économie. Et il va recourir à une loi qui s'appelle la loi Florange, qui permet à un actionnaire ancien d'obtenir des droits de vote doubles. Il fait grimper la participation de l'État de 15 à 20% et assortit tout ça de droits de vote doubles pour bloquer les ambitions de Carlos Ghosn lors de l'Assemblée générale. Et là, le gouvernement français avait à l'époque la crainte que Carlos Ghosn veuille basculer le centre de gravité de l'ensemble de l'Alliance plutôt du côté japonais. Ça a été très 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 mal vécu et donc il y a eu ce qu'on a appelé l'accord Rama en 2015 qui a complètement revu en fait la gouvernance et le poids de Renault, pas en termes de capital, mais en termes de représentants au conseil d'administration. Il n'y avait plus que 2 représentants sur 12 de Renault au conseil d'administration. Et finalement, avec 43,4% du capital, Renault n'avait pas le pouvoir qu'il pouvait espérer dans l'alliance, abîmée par ce qui est objectivement une opération de raideur qui avait été menée par Emmanuel Macron. Et donc là, en fait, on sort d'une forme de léthargie, même si on peut considérer que c'est quand même une perte de pouvoir de la part de Renault. Et puis c'est aussi une déconnexion des parcours boursiers. Quand vous avez 43% de l'autre, vous toussez avec lui. Et depuis 5 ans, il y a eu l'occasion de tousser pas mal avec Nissan. Alors je rappelle qu'effectivement, il y avait 43,4% du capital, donc il y a 28,4% que Renault conserve, mais qui sont gelés dans une sorte de frigo, un trust, une fiducie. Et Renault a la possibilité, avec le temps, en accord total, qu'il Nissan n'a jamais passé à 5% du capital. Et ça n'arrivera pas dans un avenir proche parce que le titre Nissan a perdu 60 à 65% de sa valeur depuis 2018. Justement, à quoi peut ou à quoi va ressembler la suite ? Il y a déjà 2 paris assez audacieux. Il y a le pari Horse qui consiste avec d'autres partenaires, Geely, le chinois, et également Aramco, d'avancer dans la production de moteurs thermiques et hybrides. Puis il y a la partie Ampère, la partie moteur électrique, qui là va être menée en partenariat avec Nissan. Il y a aussi des ambitions internationales en Europe, en Amérique latine, en Inde notamment, parce que Renault doit rebondir. Ses ventes ont fondu depuis 5 ans de manière assez impressionnante. Bon, c'est vrai qu'il s'est passé des choses. Il y a eu vaguement Covid, il y a eu la perte de l'ADA
en Russie. Et puis il y a eu aussi les difficultés d'approvisionnement. Mais quand vous regardez la capitalisation boursière sur 5 ans, elle a été divisée par 3. Hein. Elle est tombée à 10 milliards d'euros. Donc maintenant, Luca De Meo doit convaincre que son grand virage stratégique de l'après-Gaune, où c'était terminé les volumes, maintenant on allait faire de la création de valeur. On arrête de regarder les chiffres d'affaires, les parts de marché, on regarde les marges. Il va falloir montrer que ce qu'il avait appelé la Renaulution, eh bien, a un avenir. Alors la Renaulution, c'est avoir 30% du chiffre d'affaires tiré par l'électrique en 2025, 35% tiré par l'hybride, reconquérir les classes moyennes, notamment avec le retour de la Renault 5 électrique, la R5, être compétitif, notamment en France, sur le marché de l'électrique, et puis multiplier les partenariats. J'ai parlé des partenariats dans les moteurs hybrides, les moteurs thermiques, les moteurs électriques, mais il y a aussi des partenariats très importants dans les logiciels, des partenariats dans les semi-conducteurs. Et il était bon que pour espérer tout ça, une paix des braves soit trouvée entre les deux partenaires franco-japonais.